le PV est de la responsabilité du secrétaire de l'instance, c'est-à-dire qu'il en est l'auteur. C'est la Cour de cassation dans sa chambre criminelle du 25 février 1986 qui nous rappelle que l'établissement du PV et le contrôle de son contenu sont réservés donc au seul secrétaire du comité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le secrétaire est donc le seul habilité de par le Code du travail à signer le PV, sauf disposition contraire du règlement intérieur éventuellement en vigueur dans l'entreprise. Alors attention, en pratique, vous pouvez rencontrer une co-signature et par le secrétaire et par le président de l'instance. Rappelez-vous bien cependant que cette possibilité n'est qu'une possibilité justement, c'est-à-dire que c'est un usage, en aucun cas ce n'est une norme législative imposée par la législation. Deuxième arrêt, Cour de cassation, chambre criminelle du 10 janvier 89. La Cour nous rappelle dans cet arrêt que le refus d'employeur de transcription intégrale de certaines informations, à savoir des informations économiques, caractérise un délit d'entrave. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet arrêt? Eh bien, en fait, c'est que le secrétaire du CE, bien évidemment, a donc le choix sur le format du PV et que s'il décide d'opter pour une synthèse ou alors pour des retranscriptions plus complètes, le président de l'instance ne peut en aucun cas s'y opposer. Il ne peut pas avoir la main sur le degré de sélection d'une information. Libre choix aux élus en la matière. Alors, le PV, donc bien évidemment, c'est un document qui est crucial, au contenu duquel il faut accorder la plus grande attention, notamment au moment de l'approbation. Petit conseil pratique, lors de l'approbation des PV, ne vous contentez pas de relire seulement vos seules interventions. Ne modifiez pas que vos interventions. En effet, ça peut toujours être une bonne idée d'aller lire, même en diagonale, les interventions de la direction, dans la mesure où il est toujours, à mon avis, important de surveiller si les engagements qui ont été prononcés au cours d'une séance se retrouvent bien dans un PV, ou en tout cas sont bien retranscrits de la bonne façon. Dans la mesure où, on le verra tout à l'heure, ils peuvent produire des conséquences juridiques. Donc le PV, comme je viens de vous le dire, il officialise les engagements de la direction, et une fois approuvé, il va prendre plusieurs valeurs, 3 valeurs. Premièrement, valeur d'archivage et valeur informative, c'est-à-dire que le PV, c'est l'instrument qui va vous permettre de consigner et d'acter les débats, tous les débats qui vont constituer la mémoire de votre entreprise et de votre instance. La deuxième valeur, c'est une valeur politique, c'est-à-dire dans un PV, vous le savez, vous allez retrouver par exemple la position d'une organisation syndicale sur une certaine mesure actée, décidée par la direction. Vous allez pouvoir refléter, illustrer un consensus ou une opposition entre représentants syndicaux, etc. Troisième et dernière valeur du PV, la plus connue, à mon sens, la valeur juridique, à savoir, on le répète, que les engagements pris par l'employeur ont une force et ils peuvent être invoqués en cas de contentieux. La Cour de cassation, chambre sociale, le 14 juin 1984, nous rappelle d'ailleurs que les déclarations consignées dans le PV peuvent constituer un engagement unilatéral de la part de la direction. On parle même souvent, il faut le savoir, du PV comme d'un document officiel qui a une valeur d'enregistrement. Voilà. C'est-à-dire que la mission du rédacteur, au regard de ce que je viens de vous énoncer, apparaît donc comme capitale, fondamentale. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur la rédaction de l'ordre du jour, qui est une phase de rédaction qui est également importante, même stratégique, dans la mesure où finalement l'ordre du jour, ça va permettre de déterminer la mise en œuvre du calendrier social de votre entreprise sur l'année, et puis de rythmer aussi un petit peu le timing des projets qui sont mis en œuvre par la direction. Donc apporter du soin à la rédaction de l'ordre du jour. L'article L2325-15 du Code du travail dispose que l'ordre du jour des réunions de CE est arrêté par l'employeur et par le secrétaire. Cependant, lorsque sont en cause des consultations qui sont obligatoires, soit donc imposées par la loi, un règlement ou un accord collectif du travail, elles y sont inscrites de plein droit, soit par l'employeur, soit par le secrétaire. Alors attention, cette possibilité d'inscription unilatérale d'un point à l'ordre du jour n'empêche pas en tout cas une concertation en amont, et c'est juste quand cette concertation entre le président du CE et le secrétaire n'a pas abouti qu'on peut décider d'opter pour cette inscription unilatérale, donc uniquement en cas de désaccord entre les parties. C'est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2010.
Oui, bien sûr, on va se garder 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Petit conseil pour la rédaction de l'ordre du jour. Donc vous le voyez, je le qualifie de document stratégique pour les raisons que je vous ai exposées. Donc attention, toujours en maîtriser la longueur. En général, vous connaissez à peu près la durée moyenne de vos réunions. Donc inscrivez un nombre de points raisonnable au regard du temps prévisionnel de votre réunion. Sinon, vous allez vous retrouver avec des points qui sont reportés ou des points qui vont être traités un petit peu à la va-vite en fin de réunion, ce qui est peut-être un petit peu dommage et pas très qualitatif en termes de dialogue social. Attention, attention aussi à l'ordre de traitement des points. Ne traitez pas les points sensibles en fin de réunion. En fin de réunion, les gens sont un petit peu fatigués, les participants se déconcentrent, commencent à parler un petit peu tous en même temps. Souvent, le nombre de votants peut aussi être restreint. Ça peut être l'occasion pour une direction de faire passer un peu en force des sujets un peu délicats, un peu sensibles, à un moment justement où les votants sont moins importants, moins nombreux. Donc attention, vigilance. Conseil aussi, formulez toujours, quand vous rédigez l'ordre du jour, des questions précises, à savoir éviter les tournures ambiguës, les questions floues, au sens incertain, dans la mesure où c'est la meilleure arme que vous allez pouvoir donner à votre président d'instance pour botter en touche ou pas forcément répondre au sujet, si vous n'avez pas assez bordé la définition du point. Voilà. Enfin, vous le savez, certains délais de transmission sont à respecter par l'employeur. Donc on les rappelle rapidement, vous pouvez les lire en même temps. Pour les CE, l'ordre du jour transmis au moins 3 jours avant la réunion, 8 jours pour les CCE, CHSCT, 15 jours. Sachez que pour la convocation, qui n'est pas l'ordre du jour, la loi ne prévoit pas de délai légal de transmission. La convocation doit au plus tard être remise en même temps que l'ordre du jour de la réunion. Ce qui nous amène à aborder l'autre scénario de rédaction des PV, donc la rédaction confiée à un prestataire extérieur, donc externaliser la rédaction, donc à des rédacteurs professionnels et spécialisés en relations sociales, comme David qui se trouve à mes côtés. Il faut savoir que ces rédacteurs qui travaillent dans des sociétés spécialisées comme la nôtre, comme Aberryport, appliquent en tout cas des techniques de rédaction professionnelles et ont une connaissance assez intrinsèque et très maîtrisée des sujets qu'on aborde en IRP, dans les réunions d'IRP, dans la mesure où leur activité leur impose de couvrir environ 3 à 4 réunions d'IRP par semaine, ce qui fait à peu près 130 réunions par an. Donc en gros, assister à des réunions de CE, de CCE, de CHSCT, c'est leur quotidien, c'est leur métier. 3 possibilités pour externaliser la rédaction, si vous choisissez cette option. Soit votre rédacteur va assister à la réunion en enregistrant les débats, soit il va assister à votre réunion sans enregistrer les débats si vous ne le souhaitez pas, pour x et x raisons, sur lesquelles nous allons revenir certainement. Troisième solution, nous pouvons rédiger à partir de vos enregistrements si vous ne souhaitez pas l'intervention d'un tiers extérieur dans votre réunion. Dans ces cas-là, sachez que vous pouvez accéder à notre site extranet sécurisé qui va vous permettre de déposer l'enregistrement de votre réunion et une espèce de trame de PV qui va donner les grandes lignes et la structure du document que nous allons donc récupérer et à partir de laquelle on va rédiger votre procès verbal. Alors, inconvénient à cette solution, vous vous en doutez, il y a un coût pour financer ce type d'externalisation, mais en tout cas coût qui est prévu et qui rentre totalement dans votre 0,2, qui sert un petit peu à ça d'ailleurs. Et en termes d'avantages, on en a distingué 3, c'est-à-dire que, vous l'aurez compris, le secrétaire va pouvoir ainsi avoir une participation totale au débat, donc un champ d'intervention un petit peu plus fort, un impact un petit peu plus marqué donc, sur les positions à prendre au niveau de l'instance. Ces ordres de délégation pourront être consacrés à d'autres tâches, peut-être un petit peu moins administratives. Sachez que, grosso modo, si vous optez pour un PV exhaustif, donc qui va reprendre l'ensemble des interventions, pour rédiger 1 heure de document, vous allez devoir rédiger pendant une journée. Donc voilà, une journée. 1 heure de réunion, ça nous demande à peu près en interne 1 heure de travail. Une journée, pardon, de travail. Voilà, donc réunion de 3 heures, 3 jours de boulot. À peu près. C'est long. On y reviendra tout à l'heure. Et dernier avantage, le projet de PV vous est transmis très rapidement, entre 4 jours et 1 semaine, ce
ce qui va vous permettre, on l'évoquait tout à l'heure, d'approuver ces fameux projets de PV d'un CE sur l'autre et de ne pas avoir de stock d'arriérés de PV, ce qui va améliorer bien évidemment l'information des salariés. Et c'est quand même le but dans la rédaction d'un PV, c'est d'informer vos salariés. Je voulais faire un petit focus sur l'enregistrement des réunions que j'ai évoqué. Sachez que l'enregistrement d'une réunion de CE, de CCE, de CHSCT, c'est un droit pour les représentants du personnel. C'est la Cour de cassation, dans un arrêt donc, de sa première chambre de novembre 89, la Cour d'appel, pardon, qui nous rappelle que la décision d'enregistrer les réunions doit être prise à la majorité des membres du comité. C'est une possibilité prévue par la jurisprudence. Trois façons trois temps dans l'enregistrement des réunions. Premièrement, si vous le souhaitez, vous devez donc inscrire ce point à l'ordre du jour d'une réunion. Donc ça va faire l'objet d'un débat entre les élus et la direction. Sachez que le président aura le droit de vote sur ce sujet-là, qui touche à l'organisation des réunions de comité d'entreprise. En revanche, il n'aura aucunement une voix prépondérante, c'est-à-dire qu'il n'aura pas plus d'implication en la matière qu'un élu autour de la table. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la direction ne peut pas s'y opposer. Si vous souhaitez enregistrer vos réunions, vous pouvez le faire à partir du moment où la décision est prise à la majorité. Attention, qui dit enregistrer une réunion ne veut pas dire passer en force sur la confidentialité et la discrétion qu'il convient d'observer sur certains échanges. Rappelez-vous que dans le cadre de votre mandat d'élu d'IRP, vous avez toujours une obligation de discrétion. Donc c'est quand même de bon ton, même si on enregistre une réunion, de respecter les prises de parole qu'on va qualifier de hors PV ou de off, et de ne pas les faire apparaître dans le projet, dans le PV.